Bonsoir, et je suis heureux de revenir dans le cadre de ce beau programme du Collège de la Cité. Il y a 2 ans, c'était avec d'autres collègues sur les premiers outils et les origines des cultures. Aujourd'hui, donc, sur les origines du langage. Alors, depuis quelque temps, vous le savez bien, et Dominique Lestel a dû vous en parler, on regarde de plus en plus quelles sont nos caractéristiques humaines, réévaluées et comparées à celles qu'on commence à mettre en évidence avec les grands singes. Donc dès qu'il s'agit de toucher au propre de l'homme, on s'aperçoit qu'en définitive, le propre de l'homme est encore là, bien évidemment, mais que notre humanité, ou ce qui fait notre humanité, ou tout le propre de l'homme, eh bien, est plus ou moins partagé avec d'autres espèces. Ceci est extrêmement récent dans l'histoire des sciences, et de toute façon, ça ne va pas durer, parce qu'il y en a à qui ça déplaît fortement, mais ça, je m'en fiche. Mais ce dont je ne me moque pas, et qui m'ennuie beaucoup, 2 étages plus haut, vous avez une exposition sur la sauvegarde des derniers grands singes, et tout ce que mes collègues et moi-même, nous vous avons présenté sur ces grands sujets, eh bien, disparaîtra à jamais, parce que d'ici 40 ans, si on ne fait rien, ces grands singes auront disparu. Alors évidemment, nous aurons des facilités pour faire des conférences sur ces sujets, parce que de toute façon, on ne pourra parler que de nous. Donc c'est facile, hein. Et ça, c'est dramatique. Donc il y a vraiment urgence, parce qu'évidemment, tous ces questionnements sur nos origines ont été considérablement renouvelés à travers ces démarches, à la fois dans le laboratoire avec les grands singes et sur le terrain, et Dominique Lestel a dû vous en parler. Alors, les origines du langage. Qu'est-ce qu'on entend par cela ? Vous savez, mon ami Dessal a dû le présenter également. En 1866, la Société de linguistique de Paris postule que toute recherche sur les origines du langage est proscrite. Alors, il y avait 2 raisons à cela. La première était d'éviter quelques petits soucis avec une pensée traditionnelle. 1864, Darwin vient juste de publier L'origine des espèces. C'était en 1859. La même année, 1859, Paul Broca, dont on va reparler bien sûr pour le langage, Paul Broca fonde la Société d'anthropologie de Paris, qui va être donc, et qui existe encore, et cette société va jouer un rôle important pour la préhistoire et l'étude des origines de l'homme. Mais on ne touche pas au langage. Il y a une autre raison à cela. C'est qu'en paléontologie, d'une manière générale, depuis Cuvier, la question des origines est une question qui est très embêtante. Parce que ça pose la question des pourquoi, ça pose la question des questions métaphysiques, et ça a tendance, évidemment, à polluer d'une manière considérable des études plus précises sur l'évolution des structures, par exemple, ou l'évolution de l'outillage. Donc on peut étudier l'évolution de l'outillage sans se poser la question de l'origine de l'outil, par exemple. Donc il y avait un souci méthodologique, bien sûr. Il n'y avait pas qu'une frilosité ou un interdit stupide. Il y avait à fonder une discipline qui est la linguistique historique. Ça sera abordé, bien évidemment, dans les prochaines conférences. Et c'était de travailler sur ce qui est observable, donc les langues actuelles. Alors les origines du langage. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 attitudes. L'une qui consiste à dire, après tout, les hommes sont les seuls à pouvoir tenir ce genre de propos et de conférences telles que nous le faisons ce soir. Il est vrai que j'aime beaucoup mes copains et mes frères, les grands singes. On n'est pas prêt de les voir faire une conférence. En tout cas, ça risque d'être court. Alors maintenant, est-ce que pour autant, ce qui fait notre langage est une entité complètement à part du reste de notre cerveau, un module cognitif? Ça a été en effet une attitude qui reste encore très profondément ancrée dans beaucoup de recherches. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui n'est pas négligeable dans le cadre de la linguistique, au sens large, c'est Noam Chomsky. Noam Chomsky a postulé que, en fait, toutes les populations humaines parlent différentes langues, que toutes ces langues, Lévi-Strauss l'a très bien dit, sont toutes très complexes. Il n'y a aucune langue qui est plus compliquée ou plus simple que l'autre, et qu'en l'occurrence, il y a une grammaire universelle, qu'il appellera grammaire générationnelle, etc. Ça, c'est l'affaire des linguistiques. Je suis moins compétent. Mais la chose étant, il y aurait un module particulier donc, qui serait dédié
à ce langage et à cette grammaire universelle. Et par conséquent, de postuler qu'en effet, il y a un tel module comme cela, ça élimine toute tentative de chercher les origines. Après tout, nous sommes nantis de cette merveilleuse capacité, et comme c'est apparu que chez nous, comment, on ne sait pas, après tout, la question des origines est écartée. Donc on se retrouve dans la situation décrite tout à l'heure d'un point de vue historique. À partir de là, sont arrivés dans les années 1970, grâce au regretté Stephen Jay Gould, décédé il y a 3 ans maintenant, le temps passe vite malheureusement, et Stephen Jay Gould, avec son ami Ehrenreich, avait mis en place une théorie qui était celle des équilibres ponctués. Les équilibres ponctués, ça dit que l'apparition de nouvelles structures ou de nouvelles fonctions dans l'évolution peuvent être très rapides. Par-dessus le marché, on commence à mieux comprendre un petit peu quel est notre génome, c'est-à-dire qu'on a décrypté le génome en l'an 2000, en tout cas celui de l'homme, et l'idée était qu'en effet, il y avait des gènes qui pouvaient induire, à travers une mutation, l'apparition de ce qu'on appelle le macrostructure, enfin, c'est-à-dire de modules ou de fonctions vraiment importantes, ne serait-ce que par effet de mutation ou, on dirait maintenant, dans certains cas, d'autres régulations. Alors, tout allait bien dans le meilleur des mondes anthropocentrique possible. Après tout, nous sommes les seuls à avoir le langage. Personne ne vient nous tanner sur ce terrain-là. Et après tout, on a des théories qui permettent de tout mettre en place. Bon. Eh bien, comme un bonheur n'arrive jamais seul, il y a 2 ans, on a décrit un gène qui s'appelle FOXP2, qui, semble-t-il, joue un rôle important dans nos capacités langagères. Ce gène FOXP2 est associé, en fait, à des dysfonctions du langage. On appelle ça DSL, dysfonction des syndromes du langage. C'est un gène dont la forme mutée, qu'on appelle un allèle, induit des perturbations graves en ce qui concerne le langage, son apprentissage, la compréhension, des problèmes de grammaire, également de syntaxe, et aussi des problèmes mécaniques. Alors, dans le résumé que j'ai proposé pour cette conférence, j'insiste sur le fait qu'il serait quand même assez étonnant, par un des beaux hasards de l'évolution, qu'apparaissent d'une manière conjointe de nouvelles capacités cognitives, ce module, qu'on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs, lié au langage, donc l'aspect cognitif, production du langage, et d'un autre côté la mécanique, car nous parlons de langage articulé. Donc il faut également une mécanique qui est celle tout à fait particulière de notre larynx dans l'état actuel des choses. Et puis voilà que ce gène, FOXP2, induit aussi des changements dans l'anatomie de la base du crâne et également des mâchoires. Il semblerait que les gens chez lesquels ce gène FOXP2 se manifeste, c'est-à-dire c'est un gène récessif, donc, mais quand ce gène est doublé, donc les individus présentent ces anomalies. Et on s'aperçoit que la langue a moins de mobilité, que les mâchoires ont une moindre mobilité et qu'ils ont aussi certaines incapacités en termes de prononciation ou de formation des sons. Donc là, c'est assez extraordinaire parce qu'on a un gène, qui n'est pas le gène du langage, je peux vous le dire tout de suite, mais on a un gène, en tout cas, qui intervient dans son expression à la fois au niveau du cerveau et à la fois au niveau de la mécanique. Ce qui rend possible, d'un seul coup, ça m'a amené à changer un petit peu ma réflexion là-dessus, ça montre bien qu'en effet, que certains changements induits par certains gènes peuvent entraîner des modifications qui affectent à la fois le cerveau et la gorge, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce gène a des implications sur le développement, donc c'est-à-dire le développement ontogénétique, donc au niveau embryologique notamment, et ce gène intervient également dans la formation de certaines parties du cerveau. Et bien, ceci nous ramène à des réflexions qu'avait déjà eu Goethe, Johann Goethe, le grand poète allemand, à une certaine époque, dans un autre contexte bien évidemment, qui montre bien que les organismes que nous sommes sont extrêmement complexes d'un point de vue de l'expression des gènes. Je vous rappelle que nous sommes réduits à notre génome, c'est même pas 30 000 gènes,
Alors beaucoup ont été déçus avec ça. Ils se sont dit, après tout, complexe comme on est, nous les hommes, on devrait avoir au moins 200 000 gènes. Pas de peau, on n'en a que 25 000. Mais c'est pas quantitatif tout cela. C'est qualitatif. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut bien retenir. Eh bien, on va prendre une analogie avec l'alphabet, puisqu'on parle du langage. On va toucher à l'écriture. La langue chinoise n'est pas plus simple que les langues indo-européennes. L'écriture chinoise, c'est, je crois, 5000 idéogrammes. Nous, les 26 lettres de l'alphabet. Or, on ne peut pas hiérarchiser la complexité de ces langues. Toutes ces langues, soit les langues orientales ou les langues indo-européennes, en tout cas les langues plutôt latines et grecques, le fait que nous ayons un autre alphabet ne veut pas dire que notre langue est plus ou moins complexe, ou qu'on peut exprimer plus ou moins plus d'idées ou moins d'idées, ou d'avoir des représentations moins complexes ou plus complexes. Eh bien, ce qu'on est en train de découvrir du point de vue de la génétique, c'est qu'en fait, nous avons des systèmes génétiques extrêmement intégrés, ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie intégrative, ce qui fait que quand des gènes commencent à changer dans leur expression, eh bien, ça a des effets qui sont considérables. Alors, il y a toujours, bien sûr, la génétique mendélienne, une mutation à caractère, on en parle d'une manière dramatique tous les ans, avec le Téléthon, vous le savez bien, on sait très bien pour certains caractères, immunologie, couleur de la peau, etc., groupe sanguin, mais en ce qui concerne le développement des organismes, c'est même pas des gènes du développement, c'est des régulations au niveau des gènes, on a des gènes de structure, donc ça montre qu'en effet, des petits changements au niveau de l'expression des gènes peuvent avoir des conséquences considérables. Alors, comme le dit un des auteurs de cet article sur le gène FOXP2, qu'on a appelé très rapidement le gène du langage, c'est pas aussi simple. Quand un gène comme ça commence à bidouiller, si je peux me permettre de parler ainsi, c'est comme quand vous avez un ordinateur. Si votre disque dur commence à pas aller et que vous avez un problème avec le cordon de votre ordinateur, c'est pas le cordon de l'ordinateur qui a toutes les fonctions du disque dur. Donc il faut faire un petit peu attention, il ne faut pas aller trop vite, mais il est très clair que là, nous avons enfin des éléments qui montrent comment cela peut se faire. Donc en l'occurrence, on voit bien ce qui nous inquiétait pendant longtemps, cette correspondance, cette concomitance entre la descente du larynx et l'apparition de nouvelles capacités cognitives. En effet, c'est tout à fait possible du point de vue de la biologie de l'évolution. Donc nous sommes dans le domaine des possibles, mais on n'a pas dit encore comment ça se passe. Alors, cette histoire de larynx. Cette histoire de larynx, vous savez, c'est une différence considérable entre les grands singes et nous. Nous avons un larynx qui est placé très bas dans notre pharynx, d'où cette pomme d'Adam que l'on voit bien dans notre espèce et qu'on ne voit pas du tout chez les autres espèces, ça se voit un peu moins chez les dames. Et ce larynx en position basse, eh bien, fait que nous avons la capacité de moduler des sons, donc nous avons cet arc cartilagineux, ces cordes vocales ou plis vocaux qui permettent de moduler tous ces sons. Et cette langue qui est installée de manière très en retrait dans notre gorge, permet aussi, cette phonologie, donc, de prononcer toutes ces voyelles extrêmement complexes qui nous autorisent à avoir tous ces sons, tous ces phonèmes, et ensuite, évidemment, des sons qui prennent du sens, donc les morphèmes avec de la signification, après de la syntaxe et après de la sémantique. Comment est descendu ce larynx ? Ce larynx, en fait, chez les jeunes enfants, il est en position très haute. En fait, un jeune enfant, chez nous, jusqu'à l'âge de 2 ans, a un larynx qui est situé très haut dans le pharynx. Et puis, en fait, c'est pour ça que les bébés arrivent tranquillement à téter le biberon et en respirant en même temps, parce que la position haute du larynx, ça fait que ça peut se fermer et il n'y a pas de passage du lait dans la trachée, et donc tout se passe très bien pour les bébés. Ça se complique pour nous quand nous sommes adultes, parce qu'en effet, vous le savez, il peut arriver des accidents. Alors là, c'est une remarque que j'aime beaucoup dans les discussions avec Jean-Louis Dessalles. Il dit, parce qu'il y a une formation d'ingénieur. Alors les ingénieurs, eux, il faut que ça marche, il y a un plan, il faut que ce soit efficace, hein, c'est nécessaire, hein, il n'y a pas de hasard chez les ingénieurs. Hein. D'ailleurs, on aime bien, parce que si une voiture a fait trop de hasard dans sa conception, c'est pas très agréable d'un point de vue de la sécurité. Mais en attendant, il dit, mais comment veux-tu qu'un truc comme ça soit apparu dans l'évolution ? Parce que quand même, tu te rends compte, il y a des gens, des milliers de gens qui meurent tous les ans. Est-ce que tu as vu quand même les chiffres des assurances ? Je lui dis, tu sais, quand le larynx est descendu dans la gorge d'Homo peut-être erectus ou d'Homo ergaster, comme on va le voir, les assurances n'existaient pas à l'époque, on s'en foutait. Donc, non, les choses n'apparaissent pas comme on va le voir dans l'évolution parce qu'elles doivent apparaître
C'est ce que je vais essayer de vous donner. Alors, c'est fait que je ne vais pas répondre à la question des origines, ça, vous l'aurez compris. Alors, dans cet exposé, je vais dissocier donc deux aspects. Très clairement, je m'installe sur le terrain qui consiste à aller regarder comment cette faculté particulière qu'est notre langage a pu émerger. D'une part, la question des origines en allant voir ce que nous savons ou commençons à savoir chez les grands singes. Et deuxièmement, de voir un petit peu dans ce que nous connaissons actuellement de l'évolution de notre lignée, la lignée des homininés, la lignée humaine, qui remonte maintenant à 6-7 millions d'années, comme vous le savez, avec des fossiles comme Toumaï et Aurorine, de voir comment ont pu s'installer de manière peut-être nécessaire des facultés langagères en rapport des activités avec les hommes préhistoriques. Parce que la grande difficulté qu'il y a dans toutes ces études, c'est que grosso modo, on va voir ce qui se passe chez les grands singes. Grosso modo, on essaie de dégager des caractéristiques uniques à l'homme. Et ce que je trouve très miséreux d'un point de vue épistémologique, c'est que grosso modo, on essaie de regarder comment communiquent les grands singes, qui sont les plus proches de nous. Ensuite, on regarde des différences, et il y en a bien sûr, entre l'homme et les grands singes, quand on s'est donné la peine d'aller voir d'ailleurs, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Puis on se dit, ah mais attendez, si les caractéristiques du langage humain diffèrent, par exemple la capacité d'argumenter, si la capacité d'argumenter, mon copain Dessal a dû vous en parler, existe dans le langage humain, mais apparemment n'existe pas dans tous les modes de communication, même symbolique des grands singes, c'est parce que notre langage est apparu pour cela. Ça, c'est ce qu'on appelle des théories panglossiennes. Ça vient du bon docteur Pangloss, vous savez, dans Candide, Pangloss qui caricaturait Lamnis dans la nouvelle de Voltaire, et Pangloss qui disait tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Et par exemple, vous voyez bien que le nez a été fait pour porter des lunettes, la preuve, nous portons des lunettes. Et la plupart des explications dans les théories de l'évolution sont des explications naïves, a posteriori, de cet ordre-là. Et ça montre bien que nous avons encore des difficultés d'ordre épistémologique par rapport à nos disciplines. Donc moi, je m'installe d'une manière très claire dans la continuité, c'est-à-dire que nous partageons des caractéristiques avec les grands singes que nous mettons en évidence. On va essayer de voir un petit peu comment ceci a pu se mettre en place. Alors, qu'est-ce que le langage ? D'abord, il faut savoir ce qu'on cherche. Alors là, les définitions du langage, je peux vous dire qu'il y en a un paquet et que manifestement, nous sommes extrêmement embêtés. Alors, pour beaucoup, le langage, c'est ce qui permet d'utiliser une particularité, le langage articulé, qu'on appelle la double articulation. C'est-à-dire que quand je vous parle, là, je vous envoie un ensemble de sons. Donc, chaque unité que nous reconnaissons en termes de sons, ce qu'on appelle les phonèmes. Alors, dans la langue française, il y en a 34. Dans d'autres langues, il y en a beaucoup plus souvent. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les Français ont du mal à apprendre les autres langues, parce que nous avons un registre assez pauvre en termes de reconnaissance de sons. Enfin, en tout cas, c'est une explication. La chose étant, ces sons vont s'associer pour donner des unités qui ont un sens, ce qu'on appelle les morphèmes ou les monèmes. Donc, dans les monèmes, vous allez, donc des différents monèmes vont vous donner des mots avec un sens. Par exemple, partir, ça veut dire que une action de s'en aller. Partira, il y a deux monèmes qui disent, bon, c'est l'action de bouger, partir, mais aussi dans le futur. Donc, ces différents monèmes sont très compréhensibles. Alors, après ça, les mots, alors c'est ça la double articulation, c'est la capacité de donner du sens entre des sons qui n'ont aucun rapport avec le sens, et ensuite l'autre articulation au niveau au-dessus, qui est celle donc des unités qui ont un sens. Et après cela, la compréhension, ça va être de l'ordre de la syntaxe. Vous savez que l'ordre des mots ne donne pas du tout la même chose. Et puis après ça, donc, l'évocation des images ou des représentations au niveau de la sémantique. Alors moi, je ne suis pas un linguiste, donc je m'arrêterai là. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ceci a pu apparaître. Donc, en fait, on a cherché des tas de définitions du langage, et à chaque fois, on s'aperçoit qu'en définitive, on retrouve quasiment les mêmes choses chez les grands singes ou d'autres espèces. Alors, Dominique Lestel, vous en avez peut-être parlé, il y a des définitions de Hockett, il avait trouvé 16 critères, et lorsqu'on va observer les grands singes, on s'aperçoit que ceci existe. La chose la plus importante pour nous, c'est peut-être de se référer à Roman Jacobson, qui est un des premiers phonéticien important, et lui, il avait mis en avant plusieurs critères sur les fonctions
que permettait donc le langage en termes de communication. Alors, une des premières fonctions, c'est la fonction dite référentielle, c'est-à-dire qui permet de délivrer une information du genre, il y a une conférence de Pic à la Cité des Sciences. Donc vous avez donné une information. Est-ce qu'une fonction référentielle existe ou pas chez les grands singes, ou même les singes? Il y a quelques expériences qui montrent, par exemple, chez les singes vervets, qui sont quand même très éloignés de nous d'un point de vue des relations de parenté, 3 sons qui permettent de dire « Attention, voici un aigle, donc prédateur aérien, donc tout le monde va regarder en l'air. Attention, voilà un léopard, donc là on commence à regarder autour, parce qu'un léopard ça monte dans les arbres. Attention, voilà un python, on commence à regarder par terre. » Donc là il y a de l'information. Vous savez bien que les animaux sont capables, un chien, d'indiquer un danger, etc. Bon alors ça va pas très loin, c'est pas ce que je veux dire, mais il est très clair que les fonctions référentielles sont extrêmement complexes. Enfin, le langage permet de donner un nombre infini de situations, mais ceci existe aussi chez les grands singes, et les grands singes communiquent, comme par exemple, vous apportez la nourriture, ils vont ça veut dire la bouffe est là. Donc ça c'est parfaitement référentiel. Alors les fonctions émotives, c'est-à-dire qui exclament une impression. Oh super, il y a une conférence de Pic à la Cité des Sciences. Donc j'ai dit la même chose, mais là il y a un peu plus d'émotion. D'ailleurs ça bouge pas trop pour l'instant. Bon, alors les chimpanzés sont capables, ou les grands singes, d'exprimer des émotions de joie, donc c'est très clair. Donc le langage permet peut-être de donner un plus grand éventail d'émotions, en tout cas de fonctions émotives, mais on sait très bien que les fonctions émotives, ça se manifeste aussi par la gestuelle de différentes manières. Donc on voit bien, on donne ces critères, donc indéniablement le langage permet de développer ces fonctions émotives de manière absolument variée et riche, mais il n'y a pas qu'à travers le langage que ça passe. La fonction fatigue, c'est-à-dire la fonction « salut, comment ça va ?» donc grosso modo, c'est la fonction de contact. Voilà, on voit quelqu'un, on ne sait pas quoi dire, tiens, ça va, bonjour, ouais, tu sais, il y a une conférence de Pic à la Cité, ouais, peut-être, ouais, comment et toi, les enfants, ouais, la conférence, bah, voilà, donc grosso modo, ma conférence, ça a servi à établir un contact, mais on s'en fout. Donc, ça, c'est la fonction fatigue. Alors, est-ce qu'il y a des fonctions... Oui, effectivement, chez les... le salut est une fonction fatigue, mais bien évidente. Chez les grands singes, on s'approche, il y a des tas de fonctions qui permettent d'établir. Alors, l'épouillage, chez les grands singes, c'est pas qu'une fonction hygiénique, loin de là. C'est un véritable prétexte pour le contact. Donc, on a une fonction fatigue à travers l'épouillage, qui est, Jean-Didier Vincent, vous connaissez bien, dit que l'épouillage est l'ancêtre du langage. C'est quand même assez rigolo. Bon, en attendant, il est vrai que c'est une fonction sociale très importante, et sous prétexte d'épouillage, c'est l'occasion d'établir des contacts, avec des saluts. Donc cette fonction-là, on sait très bien, nous-mêmes, nous l'utilisons de différentes manières, à travers des sourires, des mimiques, ce que font chez les grands singes, mais il est vrai que le langage permet un éventail très étendu de fonctions fatigue. Il y a aussi donc la fonction conative, c'est-à-dire qui consiste à donner un ordre. Tu vas aller à la conférence de Pic. Tu as intérêt à y aller. Bon, est-ce que les chimpanzés sont capables d'imposer quelque chose comme cela? Bon, moi je me rappelle l'école, quand j'avais une blouse, c'était dur. T'as compris les maths? Paf, une baffe. T'as compris? Oui, oui, maître, j'ai compris. Donc, alors il y a des fonctions cognitives qui peuvent être brutales, exprimées d'une manière gestuelle. On peut imposer, évidemment, des choses. Moi j'ai pu l'observer chez les grands singes, mais il est vrai que là, le langage permet de les développer. Alors il y a la fonction poétique. Ah, ça doit être super, une conférence de Pascal Pic à la Cité des Sciences. Bon, là, apparemment, on n'a pas grand-chose dans les grands sages, mais ça dépend ce qu'on met dans les définitions de ces différentes fonctions. Mais il est vrai que quand ils sont contents, etc., ils le manifestent. Mais il n'y a pas, on ne peut pas dire que c'est une fonction métaphorique ou poétique. Là, je crois qu'apparemment, le langage humain permet ceci, et ça n'est pas très clair chez les grands singes s'ils sont capables d'avoir des expressions comme ça d'ordre esthétique, poétique, donc dans l'état de choses. Mais ceci dit, vous savez, on ne s'est pas donné beaucoup de peine pour aller voir si c'est le cas. Donc, et puis il y a la fonction dite métalinguistique, c'est-à-dire être capable de parler de son propre langage. C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que Pic, il a révisé sa conférence, est-ce qu'il sait ce qu'il dit ce soir devant nous? Donc, toutes ces fonctions-là, indéniablement, donc, participent du langage. Mais on s'aperçoit que lorsqu'on fait de l'éthologie,
ces différentes fonctions, peut-être pas la fonction poétique, et certainement pas la fonction métalinguistique, à moins que la fonction métalinguistique, parce que là, on a donné des définitions, mais il faudrait peut-être des définitions des définitions. Et là, vous savez, le gros problème que l'on a lorsqu'on étudie les origines, que ce soit les origines du langage, l'origine du langage, c'est énorme le langage. On le voit bien dans tous les critères que j'essaye de vous donner, et mes collègues feront la même chose. Les origines de la conscience, comme si c'était un gros bazar comme ça qui descendait du ciel. Il y a différents types de conscience, la conscience de soi, la conscience de son rapport à l'espace, de son rapport à l'autre. Or, la grosse difficulté que nous rencontrons dans toutes ces études, comme les origines de la bipédie, ou les origines de l'homme. Or, il y a eu des hommes, il y a eu des bipédies. Mais là, il y a tout un travail méthodologique à faire et qui, à mon sens, n'a pas encore été fait dans toutes ces disciplines. C'est pour ça qu'on a du mal à avancer, c'est-à-dire de rechercher des critères. C'est-à-dire ce bon travail de la méthodologie cartésienne qui consiste à chercher des éléments constitutifs, des éléments des systèmes ou de ce qu'on étudie et de regarder un petit peu. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'en effet, dès qu'on commence à descendre dans les critères, eh bien qu'on a des éléments objectifs qui nous permettent d'avancer des observations ou de mettre en place des expérimentations, et on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple. Donc, et que surtout, c'est beaucoup plus dispersé qu'on l'imagine. J'ai rencontré un ami au Québec qui parlait d'une manière extraordinaire de la réalité biologique. Nous, les hommes, nous avons un spectre visuel, un spectre auditif, un spectre très restreint olfactif, etc. Quoi qu'il y a des nez, il y a des oreilles musicales, etc. Mais en tout cas, nous avons une réalité biologique. Et dès qu'on commence à sortir de notre réalité biologique, on s'aperçoit que là, il y aura un chimpanzé à côté, vous feriez vite la différence avec moi. En tout cas, j'aime à le croire. Pourtant, j'aime beaucoup les chimpanzés. Mais après ça, si vous regardez dans l'anatomie et vous descendez dans les niveaux d'organisation de l'organisme, vous apercevez que plus on descend d'échelle, plus on est commun. Donc, vous et moi, nous sommes comme cette table au niveau atomique, comme vous le savez. Mais c'est après. Donc, alors, à partir de là, donc, ce travail méthodologique n'a pas été fait, et je trouve que d'une manière assez étonnante, à l'heure actuelle, beaucoup de gens travaillent d'une manière toute simple, ils cherchent un critère, et ils vont pas, en tout cas un élément, ils vont pas voir comment ça se passe ailleurs chez les autres espèces, parce que souvent, ils ne s'en donnent pas les moyens. Alors, Jean-Louis Dessalles, lui, rajoute d'autres fonctions par rapport au langage. La fonction argumentative, donc la capacité d'argumenter. Ça, il est vrai que on voit bien dans toutes les populations humaines, argumenter, résoudre les conflits, ce qu'on appelle le palabre, les réconciliations ou autres, passe par ces capacités d'évocation, mais aussi argumentatives. Est-ce qu'il y a des capacités argumentatives chez les grands singes? Dans l'état actuel des choses, non, on ne l'a pas vu. Donc, justement, je voudrais évoquer une scène que j'avais filmée, qui était quand même assez étonnante. Un jour, donc, j'étais avec ces chimpanzés du zoo d'Arnhem, et il y avait un jeune mâle, un petit con, celui-là, il n'y a pas d'autre mot. Et il n'arrêtait pas de harceler une vieille femelle. Et elle en avait marre, la petite vieille. Hein. Et les grands mâles, grands hypocrites, tournaient le dos exprès. Je dis, pas tout, on s'en fout, c'est ses oignons, on n'y va pas. Et elle en a marre. La vieille, elle arrive, elle s'appelle Rouge, et elle va voir les mâles, elle leur dit, puis elle désigne l'autre là-bas. Et non. Les autres ne bougent pas. Donc, il y avait... Effectivement, ils savaient très bien ce qui s'était passé, hein, mais ils n'avaient pas envie d'intervenir. C'est un mâle, l'autre qui n'est pas très important dans la hiérarchie. La femelle, ils s'en foutaient, donc ils n'avaient pas envie d'intervenir. Donc là, effectivement, on s'aperçoit que si on a le langage, si on a une capacité, alors on va arriver à d'autres caractéristiques du langage, si on est capable d'évoquer des événements déconnectés de la réalité, et donc d'engager des obligations et des devoirs, là, effectivement, les grands mâles auraient été obligés de réagir différemment. Mais je peux vous dire qu'ils ne sont complètement pas stupides, parce que dans d'autres circonstances, ils comprennent bien le message. Hein. Du genre, le mâle numéro 1, qui a envie de copuler avec une femelle, plutôt pas mal. Et la femelle, plutôt pas mal, n'a pas envie de copuler avec le mâle numéro 1. Le mâle numéro 2 tient à ses privilèges, mais il se trouve que numéro 3 et la femelle qui s'aiment bien, ils se font un petit signe. Alors c'est marrant, parce que hop, l'autre s'en va à gauche, l'autre il s'en va à droite, puis il se retrouve derrière un fourré. Alors numéro 2, frustré, il va cafeter. Et alors numéro 1, alors l'autre, je peux vous dire, il n'a pas le langage, mais il a vite compris. Hein. Donc des fois, vous voyez, des petites scènes comme ça. Donc, en tout cas, avec le langage, il est très clair. Alors c'était marrant, parce que le mâle numéro 1 est arrivé en douce, comme ça, pour vraiment taper méchamment sur le numéro 3. Et l'autre, il a vu dans les yeux de sa belle qu'arrivaient les mauvaises nouvelles dans son dos. Alors il a mis ses mains sur son pénis, qui est en érection, donc hop, ça s'est calmé. Il s'est retourné vers l'autre et dit, c'est pourquoi?
Donc, vous voyez, on peut quand même... Et ça, c'est parfaitement décrit par Franz de Waal, je l'ai filmé. Donc, vous voyez, ça peut être beaucoup plus subtil qu'on l'imagine quand même, mais il est très clair que le langage va plus loin. Alors, pour d'autres, comme Steven Pinker ou autres, qui a écrit donc L'instinct du langage, pour Steven Pinker et d'autres, il est très clair que le langage permet quand même d'exprimer des éléments qu'on ne peut pas exprimer, semble-t-il, sans notre langage. Par exemple, la capacité, alors je vais vous donner une petite liste, mais c'est quand même très important, les obligations, décrire les actions, les croyances, les actions dans le temps passé ou futur, exprimer les désirs, exprimer les frustrations. Bon, la frustration, on peut piquer une crise, ça les chimpanzés savent faire, mais il est très clair que dans l'état actuel des choses, on ne voit pas comment ça peut se faire sans un langage tel que nous le possédons. Alors maintenant, peut-être que nous manquons d'imagination. Hein, je vous ai dit, les scènes chez les chimpanzés, hein, c'est quand même assez gratiné. Mais la chose étant, il est tout à fait indéniable qu'on ne voit pas comment ça peut se faire autrement. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que le langage est apparu pour cela? C'est là que je risque de retomber dans le piège panglossien. Et c'est là qu'effectivement, indéniablement, ces caractéristiques existent dans notre langage, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont apparues pour cela. C'est ça qui est important. Alors on va continuer maintenant, en ce qui concerne ces démarches. Donc on voit bien que le langage est capable quand même d'exprimer beaucoup de choses, beaucoup de fonctions, que l'on retrouve quand même chez les autres grands singes si on prête attention. Et dans l'état actuel de nos connaissances, soyons très clairs, je crois que nous sommes encore très ignorants de leur capacité donc de communication symbolique. Alors je ne veux pas dire qu'ils ont notre langage, ce n'est pas du tout mon propos, mais tous ces critères ont été définis depuis peu, ils ont fait assez peu l'objet de recherches comparées. Donc à partir de là, nous sommes très embarrassés et très limités sur les origines dites du langage. Alors, est-ce que le langage, là aussi deux attitudes, est-ce que le langage est une affaire purement culturelle? Beaucoup de chercheurs, notamment en sciences humaines, notamment en France, ont tendance à dire que le langage, c'est purement du domaine culturel, c'est quelque chose qu'on apprend à la naissance, et ceci n'a rien d'inné. Ben, c'est archi faux. C'est archi faux parce qu'on ne peut pas dissocier le culturel du biologique. Aujourd'hui, les notions d'inné et d'acquis, il faut quand même complètement les changer. Ce qui est inné chez nous, c'est quelque chose qui est lié à notre évolution. C'est-à-dire, c'est toute la longue histoire de la vie jusqu'à l'apparition de notre espèce en ce qui concerne notre lignée, évidemment. Et à partir de là, nous naissons tous, et Steven Pinker est quelqu'un d'absolument remarquable à cet égard, d'où son livre L'instinct du langage, chez Odile Jacob, nous naissons pour parler. Alors un jour, j'évoquais cela et Albert Jacquard m'est tombé dessus, parce qu'Albert Jacquard, de déterminisme génétique, il n'aime pas. J'ai dit, attends, Albert, il ne s'agit pas de ça. Il est très clair, comme vous le savez bien, que tout petit homme ou toute petite fille qui naît sur cette planète naît et avec les capacités d'apprendre un langage. Qu'ils apprennent ce langage, d'ailleurs, indépendamment des modes éducatifs du milieu dans lequel ils sont, ou de la population dans laquelle ils sont. Très peu, vous savez, pensez à l'Émile de Rousseau, on ne s'intéressait pas aux enfants avant peu de temps. Heureusement qu'il y a eu Piaget quand même. Hein, mais avant, l'enfant, c'était, après tout, il se débrouille, on ne lui parle pas, après tout, il est complètement crétin, il ne peut pas comprendre, et il se débrouille tout seul pour apprendre le langage. Bon, vous savez, notre école aujourd'hui, on veut mettre les enfants à 2 ans à l'école, et s'ils ne lisent pas Sartre dans le texte, les parents commencent à paniquer. Donc, il y a quand même des excès opposés. Donc, la chose étant, un petit Italien qui naît à Rome, et si dès les premiers jours, il se retrouve en Afrique centrale chez les Swahili, il apprendra le Swahili sans accent. Et s'il revient à l'âge de 17 ans à Rome, il apprendra l'italien avec un accent et sans les mains. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas un gène pour une langue. Nous avons un gène du langage. Donc vous voyez tout de suite la différence entre cette conférence aux origines du langage en tant que fonction sur l'apprentissage des langues. Hein, ça sera les sujets, les conférences qui viendront après. Le langage explose d'une manière remarquable vers l'âge de 2 ans dans son apprentissage chez les enfants. C'est absolument spectaculaire. Et il n'y a pas de pression culturelle. D'un seul coup, ils ont ce rapport au monde avec les autres, enfin ils l'ont bien avant, évidemment, et ça explose. Et d'un seul coup, en 1 an, ils vont apprendre la grammaire. En 1 an, ils vont quasiment plus faire de fautes de syntaxe. Donc c'est quand même assez phénoménal. Hein, et ceci depuis des dizaines de milliers d'années, bien avant l'école de Jules Ferry, donc, ou de Charlemagne. Donc ça montre bien que ceci existe dans toutes les populations humaines et que ceci est lié à notre évolution. Donc, nous naissons pour apprendre une langue, mais vous savez bien que si on n'est pas dans un milieu humain, on n'apprend pas cette langue.
Gaspard Hauser, Victor de l'Aveyron, les enfants loups, et la même façon pour la bipédie. Nous sommes génétiquement faits pour marcher debout, mais nous l'apprenons. Nous apprenons à marcher debout. Sinon, les enfants loups étaient, eux, à quatre pattes. Donc, on voit bien que l'inné, c'est un ensemble de possibilités héritées d'une histoire évolutive. Et l'acquis sera évidemment dans le cadre de ce jeu des possibles, comme aurait dit François Jacob, appliqué à ce cas présent. Il y a une grammaire universelle, ce que pour chez Chomsky, tous les gens sont capables, tous les hommes, de comprendre cette grammaire. Ça, c'est quand même assez fascinant. Hein? Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que la qualité du langage est indépendante du niveau socio-technico-culturel. Je veux dire, le nerd standard qui passe son temps sur Internet, qui bouffe que des pizzas, qui n'a aucune relation sexuelle, son langage, c'est pas génial. Par contre, au niveau des outils, il est bon, le gars. Donc pourtant, techniquement, c'est quelqu'un d'absolument remarquable. Vous savez, c'est les fans d'Internet. Inversement, décrire les états du monde ou évoquer la chasse chez les Bushman San, c'est extrêmement complexe. Donc, le langage n'est pas plus ou moins... c'est indépendant, donc évidemment, du niveau socio-culturel dans lequel on est. Alors non, il y a des façons de parler, il y a comme des façons de rire, indéniablement. Mais évidemment, il y a le langage technique. Ça, évidemment, c'est propre à chaque milieu, à chaque société, à chaque groupe d'hommes et de femmes. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de corrélation entre les compétences techniques et la qualité du langage. L'autre chose qui est importante aussi, c'est que c'est relativement indépendant aussi de la taille du cerveau. Hein? S'il y avait une corrélation entre la taille du cerveau et les capacités langagières, les femmes ne parleraient pas aussi bien que les hommes. Ce serait... Ouais, attendez, hein, j'ai évité la caricature. Hein. Bon, donc, mais là aussi, bon, Anatole France, 1000 cm3, ça allait bien du côté du langage, Tourguenieff, 2000 cm3. Donc, et là, récemment, on n'en parlera pas, mais je l'évoque là, vous avez entendu parler de cette petite bonne femme qu'on a trouvée sur l'île de Flores. Ça a été décrit il y a 1 mois et demi, donc 1 mètre de haut. Ce sont des Homo erectus, donc qui parlaient, enfin comme je le pense en tout cas, qui sont arrivés sur cette île de Flores il y a 800 000 ans, d'après les données qu'on en a, et le cerveau est passé très vite de 1000 cm3 à 380 cm3. Donc ces hommes de Flores, qui sont des hommes indéniablement, qui ont une taille en termes de stature comparable à celle des chimpanzés, et même une taille du cerveau comparable à celle des chimpanzés, eh bien continuaient à innover, et certainement qu'ils avaient continué à parler. Donc apparemment, il n'y a pas une corrélation directe avec la taille du cerveau. Et ceci est important. Donc, d'où l'idée, pour certains, d'un module ou autre. Donc on voit bien que ce langage, quand même, c'est une affaire qui est une longue affaire, parce qu'on ne voit pas comment le fait que ça existe comme ça dans toutes les populations humaines ou autres, on le voit bien que c'est quelque chose qui a quand même une longue histoire, à moins de croire en la génération spontanée au niveau des systèmes cognitifs. Et ça, je n'y crois pas une seconde. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on sait, évidemment, de l'apparition de ces capacités cognitives? Là aussi, vous savez, on a des données qui nous ont surprises depuis très peu de temps. En fait, grâce à l'étude des grands singes dans les laboratoires, donc vous savez que tous les grands singes, les orang-outans, Chantec, donc Dominique Lastel a dû vous en parler, un orang-outan parlant, Coco, la gorillesse, Sarah et Washoe, les deux chimpanzés, Kanzi, pour citer les plus célèbres, le fameux bonomo aux 1000 mots. Donc, on sait qu'ils apprennent très vite le langage gestuel ou langage à travers des touches symboliques. Ils vont même plus vite que nos enfants, jusqu'à l'âge de 2 ans. Puis après, ça bloque. Donc ça montre bien qu'au bout d'un moment, leur développement cognitif fait que ça va s'arrêter là. Et c'est au moment où ça explose dans notre espèce. Donc au bout d'un moment, on a beaucoup de choses en commun, mais ça a divergé. Néanmoins, on s'est donné la peine d'aller voir dans leur cerveau que depuis peu de temps. Donc je vais vous parler d'une étude très brièvement qui date de 1998 où grâce à de l'anatomie, la neuroanatomie et grâce à l'imagerie médicale moderne, on a regardé un petit peu comment était conformé ce cerveau des grands singes. Et bien surprise, on s'aperçoit qu'il y a des asymétries cérébrales. Et vous savez que notre cerveau gauche, l'hémisphère gauche est plus développé que le droit. On s'est aperçu qu'en effet, il y a 2 aires qui sont importantes chez nous pour le langage, qui ont été écrites il y a plus d'1 siècle, comme vous le savez, qui sont l'aire de Broca sur le lobe temporal, et il y a une scissure qui s'appelle la scissure de Sylvius, et de l'autre côté, il y a une autre aire qui s'appelle l'aire de Wernicke, sur le lobe, donc, cette fois-ci temporal. Donc ces 2 aires sont extrêmement importantes, à la fois pour le langage, le formuler, et aussi le comprendre. Eh bien, on s'est aperçu
qu'il y avait ce qu'on appelle le planum temporale. Donc là, toute cette partie qui est autour de la scissure de Sylvius ou de Sylviane, eh bien on s'est aperçu que ceci était développé d'une manière homologue, comme dans notre espèce. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cela? C'est là que c'est important et que vous allez commencer à percevoir cette notion d'origine qui est quand même tellement embarrassante pour nous. Eh bien c'est qu'en définitive, le fait que les grands singes aient un tel succès dans les laboratoires pour apprendre un langage de type humain, ben c'est parce qu'ils avaient déjà des structures homologues. Ils n'ont pas développé une aire de Broca, une de Wernicke pour nous faire plaisir, les gars. Alors, on n'est pas chez Lamarck, hein. C'est pas la fonction qui crée l'organe. Hein. Donc, ils l'avaient déjà. Donc, ça montre quelque chose qu'ont du mal à comprendre beaucoup de personnes qui travaillent sur l'évolution. Alors, comme c'est un très beau copain, je peux me permettre d'y aller. Hein. On n'est pas du tout d'accord avec mon ami Jean-Louis Dessart. Lui, il ne comprend pas que les choses qui apparaissent dans la variabilité des espèces, en termes cognitifs, locomoteurs, comportementaux, qu'importe, puissent apparaître gratuitement. Or, relisez Darwin, 1859 ou 1871, tous ces livres commencent par cette intuition géniale que la sélection naturelle ou sexuelle, les deux, travaillent sur la variabilité. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas en équilibre avec nos environnements. C'est qu'en fait, nous avons des caractéristiques, par exemple, le fait que peut-être un caractère soit sélectionné, va entraîner d'autres caractères qui ne le sont pas. Parce que, je vous l'avais compris tout à l'heure, les caractères sont plus ou moins déterminés par les gènes, mais un gène code pour plusieurs caractères. Donc, si vous avez une sélection pour une partie d'un caractère qui vous donne un avantage à un moment donné, vous embarquez d'autres caractères qui, eux, n'ont pas été sélectionnés et qui pourront peut-être s'avérer avantageux dans d'autres circonstances ou pas. C'est ce qu'on appelle les exaptations. Un terme qu'on doit à Stephen Jay Gould, c'est-à-dire des caractères qui existent chez les espèces, qui peuvent être anatomiques, immunologiques, comportementaux ou cognitifs qui n'ont pas été sélectionnés. Alors apparemment, on ne sait pas à quoi sert ce planum temporale ou cette aire de Wernicke, peut-être pas de Broca, en tout cas chez les chimpanzés. Peut-être qu'on n'a pas su observer dans la nature à quoi ça pouvait leur servir. Mais ça se trouve, c'est un luxe que leur a donné l'évolution, comme ce luxe qui est notre langage qui nous permet de nous écouter ce soir les uns les autres. Enfin, c'est surtout vous qui m'écoutez. Donc voilà, alors ça nous frustre, on est mal à l'aise avec ça. Parce que on a toujours abordé les questions des origines par le pourquoi. Et c'est ça qui n'est pas bon. Le pourquoi, c'est pas notre propos, ça c'est la métaphysique. Nous, on va essayer déjà d'essayer de comprendre comment. Et ensuite, d'établir un scénario évolutif. C'était le paradoxe entre Darwin et Wallace. Russell Wallace est le co-inventeur de la sélection naturelle avec Darwin. Tous les deux présentent cette communication ensemble à Londres en 1859 où ils développent la théorie de la sélection naturelle. Mais Wallace, celui qui inventera le terme de darwinisme, ne comprendra pas pourquoi, par exemple, des populations dites primitives, c'est comme ça qu'on appelait les peuples traditionnels à l'époque, il y en a encore qui continuent d'ailleurs, je vous dis ça m'énerve, hein, donc évitez la question sous cet angle-là, mais je ne comprends pas, par exemple, que des aborigènes puissent arriver à très bien apprendre dans nos universités. Ou comme le cas de Darwin avec ses deux Fuégiens, l'habitant de la Terre de Feu, qui avait été éduqué et ensuite qui avait été rapporté dans son voyage sur l'île de Feu. Enfin, ça, c'est très dramatique. Mais en attendant, Wallace ne comprenait pas. Parce que Wallace, pour lui, tout était sélection naturelle. Wallace était darwiniste. Et pour lui, tout caractère, quel qu'il soit, avait une valeur adaptative. Ce qu'on a appelé dans le néo-darwinisme la théorie des équilibres. Qui laissait entendre, s'il y a un caractère qui nous différencie, nous, de l'homme des singes, par exemple, forcément, c'est que c'est ça qui fait que nous sommes des hommes en rapport avec notre environnement, souvent la savane ou la chasse, etc. Or, ceci mine encore, d'un point de vue épistémologique, toutes les études sur les origines et sur l'évolution. Hein. Donc, Darwin essayait de faire comprendre à Wallace qu'en effet, toutes les populations humaines avaient ces mêmes capacités à apprendre un langage et que manifestement, elles utilisaient certaines caractéristiques cognitives, d'autres pas. Et que ceci faisait partie de l'éventail des possibles et qu'on n'en utilise qu'une seule partie. Et bien ça, je vous assure, d'un point de vue épistémologique, c'est pas simple, parce qu'on nous apprend toujours que ceci est là, parce que ça doit servir à quelque chose. Donc, voilà où on en est pour ces études des origines. Donc on s'aperçoit qu'en effet, chez tous les grands singes, il y a par exemple ici une autre fissure qu'on appelle la scissure lunaire, et qui apparemment n'est pas... est assez développée aussi chez les grands singes. La scissure de Sylvius, d'ailleurs, que j'évoquais dans cette région très importante pour le langage, on s'aperçoit qu'elle est plus longue du côté gauche chez les grands singes que chez les autres singes, par exemple.
Donc il y a des asymétries qui expliqueraient donc ces spécialisations qui ont été mises en évidence dans les laboratoires à travers les études décrites, j'imagine, par mon ami Dominique Lestel. Donc ça montre bien que les bases cognitives existent chez les grands singes comme chez nos derniers ancêtres communs. Et il est vrai que les grands singes ont des cerveaux quand même relativement plus développés que les autres singes. Donc tout ceci est extrêmement récent et on voit bien que nous avons largement avantage pour bien comprendre tout cela. D'une part, à observer un peu plus ce qui se passe chez les grands singes, et surtout en science, et Stephen Jay Gould l'avait dit, en science, on n'avance pas en science qu'en accumulant de nouvelles données, on avance aussi d'un point de vue des théories et d'un point de vue de l'épistémologie. Et ça, je pense que c'est le principal problème. Qu'en est-il de l'évolution de l'apparition du langage dans la lignée humaine? D'emblée, c'est extrêmement polémique. On a les deux extrêmes. Il y en a qui disent que déjà les australopithèques avaient des prérequis de langage, d'autres qui disent que ça n'existe que dans notre espèce Homo sapiens que depuis 40 000 ans. Donc vous imaginez bien que vous avez tout l'éventail des possibles par rapport à cela. Dans les détails, qu'en est-il? Nous, ce qui va nous intéresser, on va regarder un petit peu ce que l'on peut retrouver de l'évolution du cerveau, retrouver ce que l'on pense de l'évolution du haut du tronc et de la gorge, qu'il de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose, et regarder un petit peu les activités. Or, jusqu'à présent, personne n'a regardé, d'un point de vue cognitif, les activités des hommes dits préhistoriques en rapport avec ce qui serait nécessaire pour ces activités en rapport avec un langage ou pas. Donc ça, je suis assez surpris. Tout ceci n'a pas été fait dans l'état actuel des choses. Donc vous voyez, tous ces débats qui nous animent là pendant ces différentes conférences, nous sommes vraiment dans le cœur de nos recherches actuelles. Alors, grosso modo pour le cerveau. La boîte crânienne, on a des cerveaux fossilisés, c'est rarissime, mais en Afrique du Sud, des cerveaux, donc par percolation, se sont minéralisés. Là, grosse controverse entre Dean Falk et puis Ralph Holloway. Grosso modo, pour Ralph Holloway, d'ailleurs qu'un des co-auteurs de cette étude sur les asymétries dans le cerveau des grands singes, il y a le sulcus ici lunaire qui est plus basculé en arrière chez les australopithèques par rapport aux grands singes. Ce qui voudrait dire qu'en grosso modo, que l'aire pariétale chez les australopithèques, qui ont un cerveau de 400 cm3 en termes de taille, comme les chimpanzés, aurait un cerveau de même taille, mais déjà organisé différemment, d'un point de vue plus humain, et avec une ouverture de l'aire pariétale. Or, je vous rappelle que l'aire pariétale, c'est l'aire d'association, carrefour de toutes les aires primaires et secondaires. Donc, je ne veux pas dire qu'ils parlaient, mais apparemment, ils avaient des capacités cognitives, enfin, potentiellement, des capacités cognitives, donc différentes et peut-être plus complexes que celles que nous connaissons chez les grands singes. Mais attendez, ce que je viens de vous dire chez les grands singes, on le sait que depuis 3 ans. Donc, en attendant, on en est là. Donc, polémique, mais en ce qui concerne les outils en pierre taillée, il n'y en a pas avec les australopithèques. Le rapport à l'environnement des australopithèques, c'est de la reconstitution, c'est très spéculatif, mais ce n'était pas moins compliqué que chez les chimpanzés, d'autant qu'ils allaient chercher les parties souterraines des plantes. Avaient-ils besoin d'un langage pour cela? Difficile à dire dans l'état actuel des choses, mais apparemment pas. Vers 2 millions d'années, beaucoup de choses changent. Donc tous les australopithèques, il y a du monde, disparaissent entre 3 millions d'années et 2,5 millions d'années. Et là, en effet, tous ont un cerveau beaucoup plus développé. Alors c'est là que ça devient assez cocasse. J'adore, parce qu'il y a toujours quelqu'un qu'on oublie, c'est les australopithèques robustes, dits les paranthropes. Parce qu'eux, ils embêtent tout le monde. Et moi, je les adore. Vous allez voir. Ils ont des grandes gueules. Alors peut-être qu'ils parlaient, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont des mâchoires. Quelque chose. Les cauchemars de dentistes. On les appelle les casse-noisettes. Et là, on a appliqué le critère du délit de sale gueule préhistorique. Je veux dire, avec des tronches pareilles, ces gars-là, ils étaient forcément abrutis. Ils croquaient des noix toute la journée. Eh ben ouais. Évidemment, vu de face, ils sont impressionnants, les gars, je peux vous dire. Mais vu de derrière, c'est autre chose. Parce qu'ils ont aussi un gros cerveau. C'est-à-dire que vers 2 millions d'années, toujours en Afrique, parce que nos origines sont africaines, pardon, je n'ai pas précisé, mais je crois que c'est bien connu, en Afrique, on a plusieurs espèces contemporaines, et c'est le début de la préhistoire. C'est-à-dire que c'est le début de la pierre taillée. Alors, on avait tout attribué à Homo habilis. D'ailleurs, ce gars-là, on a tout fait pour qu'il soit un homme. C'est vrai qu'il a un cerveau de 600 cm3, 650 cm3, et il n'est pas plus grand que Lucie ou les australopithèques. Donc, cerveau relativement plus développé. Les asymétries du cerveau sont plus développées également. Et chez une autre espèce d'homme contemporaine, qu'on appelle l'homme du lac Rodolphe, et ce fossile s'appelle ER 1470, donc je le donne parce que c'est une référence, ER 1470 du Kenya, il y a un cerveau de 700-750 cm3
Et apparemment, en reconstituant le moulage de l'intérieur du crâne, parce que le cerveau laisse des empreintes sur les parois internes du crâne, il semblerait, en tout cas c'est bien affirmé par pas mal de chercheurs, là il n'y a pas de controverse, là tout le monde est d'accord, qu'il y ait des aires de Broca et de Wernicke, donc un planum temporale développé. Donc là ça commence à m'embêter un petit peu parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'apparemment il n'y a pas de corrélation entre la capacité d'usiter un très bon langage et la taille du cerveau. Ça c'est au sein d'une espèce. Mais là on est en train de travailler entre les espèces. Donc c'est les moyennes qui nous intéressent d'un point de vue adaptatif. Et il est tout à fait possible qu'un accroissement relatif de la taille du cerveau entraîne pour des raisons liées aux contraintes internes de la construction du cerveau, là c'est un peu technique, ça s'appelle les allométries, que puissent apparaître des asymétries. Donc il est tout à fait possible que ces asymétries soient apparues comme une conséquence de l'accroissement de la taille du cerveau tout simplement, mais sans qu'il y ait sélection sur des capacités cognitives. Mais cet accroissement de taille a pu donc faire en sorte qu'il y ait de nouvelles capacités cognitives. Donc c'est un petit peu, pas très compliqué à comprendre, mais c'est une autre façon vraiment que nous avons de voir les choses maintenant. Alors, il y a Homo habilis, puis ses paranthropes, donc les descendants de Lucie, qui ont vraiment des gueules pas possibles, mais qui ont aussi un gros cerveau. 550 cm3, avec des asymétries également. Alors, qui utilisait les outils en pierre taillée ? Par conservatisme et fainéantise et arrogance, on a tout attribué à Homo habilis. Mais on n'en sait rien. Aujourd'hui, on a Homo habilis, Homo rudolfensis, donc deux hommes du Kenya. Habilis un peu plus dans les forêts, rudolfensis apparemment un peu plus dans les savanes. Avec des mâchoires très costauds d'ailleurs au passage, rudolfensis. Et les descendants de Lucie, tous ont été trouvés des outils en pierre taillée. Il y a 2 ans, Hélène Roche et moi-même, nous avons parlé sur les premiers outils du site de Lokalele, qui est au Kenya. Et bien là, qui ? Homo habilis, Homo rudolfensis, le paranthrope ? Qui a monté une expédition pour aller chercher des outils ? Donc là, ce qui est important pour nous, c'est que là, on a reconstitué leur gestuelle. D'abord, ils montaient des expéditions pour aller chercher de la matière première, de bonne qualité, dont ils connaissaient les propriétés physiques propices à la taille. Donc déjà, ils ont des modes de vie très complexes vis-à-vis de la quête de nourriture. Viande, végétaux, enfin les australopithèques aussi, mais là, ça rentre dans des stratégies de collecte beaucoup plus complexes. Certainement une organisation sociale beaucoup plus complexe également. Mais là aussi, la nécessité, dans leur mode de vie, de monter des expéditions pour une activité très importante dans leur stratégie adaptative, qui est donc d'aller chercher de la matière première. Et Hélène Roche a décrit donc des ateliers de taille. Donc elle a pu reconstituer la gestuelle et tous avaient une certaine forme de dextérité. Et avec le cerveau, on s'aperçoit que les asymétries du cerveau, c'est lié à la dextérité. Donc développement relatif du cerveau gauche, dextérité, et là aussi, ils étaient droitiers. Donc, il se passe des tas de choses dans cet hémisphère gauche. Tout le cerveau évolue, bien évidemment, mais nous, on se focalise de ce côté-là. Et on a des données actuellement, peut-être qui nous viennent de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, donc ça commence à venir, en tout cas chez l'homme. Il est vrai que lorsque on fait un outil, lorsque je pense faire un outil, ou quand je dis que je fais un outil, ce sont les mêmes régions du cerveau là qui s'illuminent. Or, faire un outil, c'est une action séquentielle dans laquelle la chaîne opératoire a un ensemble d'éléments qui s'articulent vers un but, produire un outil. Et bien une phrase, c'est la même structure de base. Donc, il est tout à fait possible que là, dans les nouvelles capacités cognitives de ces hommes au sens large, entre guillemets, eh bien, sont apparues des capacités cognitives en association peut-être avec la fabrication d'outils qui ont amené des capacités cognitives qui vont être favorables à l'apparition d'un pré-langage ou de forme d'un langage qui va permettre peut-être d'exprimer dans ces organisations sociales, bon là c'est assez difficile d'un point de vue de la préhistoire, mais il est vrai qu'il y a une archéologie du paysage qui font qu'en effet, ils organisaient le paysage, ils avaient des caches à outils, peut-être ils avaient des moyens de se dire, donc de planifier en partie certaines expéditions, donc des notions de passé et de futur, d'obligation, de lieu, donc où se réunir. Alors je dis pas que c'était comme ça, mais c'est tout à fait possible dans ce contexte-là. Donc possible que des fonctions un peu plus complexes liées au langage, donc ces fonctions donc, liées aux actions dans le passé, dans le futur, aux lieux qu'on peut évoquer, donc évidemment, aient pu apparaître à cette époque-là. C'est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est le cas, mais on a une correspondance tout à fait envisageable. Et au beau milieu de ces hommes, il y a 2 millions d'années, débarquent des hommes de grande taille, qui sont pour moi les vrais hommes au sens strict, qui sont les Homo ergaster. Homo ergaster, il a une grande taille,
l'enfant du lac Turkana, qui date de 1 500 000 ans. C'est un enfant d'un âge estimé de 9 ans, il fait 1,70 m. Alors, à moins qu'on soit tombé sur Michael Jordan de l'époque, ce qui n'est vraiment pas de bol, mais on est surpris parce que les autres crânes sont vraiment plus petits, notamment ceux de Man ici. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler. Mais en tout cas, on a quelqu'un de grande taille. Donc, il marche déjà comme nous, mais avec une petite différence, qui est quand même assez intéressante. C'est au niveau du haut du buste. On a eu des études qui essaient de comprendre les différences entre la morphologie, l'anatomie de la cage thoracique et la façon dont cette cage thoracique peut être mobilisée à la fois dans les actions liées à la course, au déplacement, mais aussi dans la capacité à parler, bien évidemment. Car vous savez, la respiration est liée, c'est ce que je fais tout à l'heure, je respire en fonction donc de mon élocution et des phrases, donc c'est bon, j'ai un contrôle en fonction de ce que je dis, de ma respiration. Pas conscient, mais je le fais, sinon la conférence, je termine asphyxié. Donc, alors qu'en est-il? D'abord, on va commencer par le cerveau. Homo ergaster est beaucoup plus grand que les autres, donc tout est plus grand, c'est normal. Les contraintes de construction des organismes. Un animal qui est plus grand qu'un autre, tout est plus grand. Alors après, ce qui est intéressant, c'est dans les proportions, ce qu'on appelle l'allométrie. Donc il a un cerveau plus gros, 750-800 cm3. Mais la sélection, apparemment, n'a pas été sur le cerveau. La sélection qu'ont subi ces hommes, c'est sur la taille corporelle, parce qu'ils ont une physiologie, une adaptation à la vie dans les savanes. Mais comme le cerveau est plus gros, eh bien, peut-être d'autres caractéristiques vont apparaître d'une manière qui n'ont pas été sélectionnées. Alors vous allez comprendre. Un chimpanzé, ça va aussi bien que nous. Et ça entend aussi bien que nous. Donc ça veut dire que ces fonctions visuelles, au niveau cérébral, les aires de Brodmann 17 et 18, les aires auditives, toutes les aires primaires, comme toutes les aires secondaires, ont la même taille que les chimpanzés, puisqu'évidemment, il n'a pas besoin de plus de neurones que nous pour faire cela. Donc nous, c'est pareil. Ces aires ne sont pas hypertrophiées. Ces aires ont la même taille, grosso modo, que celles que l'on a chez les chimpanzés. Mais comme le cerveau est globalement plus gros, parce que le cerveau, c'est quand même tout un ensemble, il y a des contraintes de construction, eh bien, vous avez des parties qui deviennent relativement plus importantes, notamment ces aires pariétales, ces aires qui sont en relation et qui font l'analyse, justement, entre toutes les aires primaires et secondaires, et aussi tout ce qui est en termes d'action. Donc, des aires pariétales relativement plus grandes, avec potentiellement des capacités cognitives nouvelles, ne sont pas apparues parce qu'elles ont été ciblées par la sélection naturelle, mais c'est parce qu'il y a une sélection sur la taille corporelle, le cerveau est plus gros, les fonctions fondamentales sont assurées, donc vous avez une partie relativement plus large. C'est ce qu'on appelle les allométries. Donc vous voyez, ceci n'est pas très enchanteresque, ceci n'est pas du tout fondé sur une économie de la nécessité, mais ce qui est important, c'est, après cela, comment se fait-il que dans le groupe, les groupes humains, parce qu'on est chez Homo maintenant, des nouvelles capacités d'exprimer d'autres choses, en termes, toutes ces fonctions qu'expliquait Pinker, en termes d'action, d'obligation, etc., et peut-être la formulation d'éléments plus complexes, peut-être donc sont là sous forme de potentialité, et quelques individus, peut-être, ont commencé à élaborer des formes de langage un peu plus complexes, et que ceci est incorporé par le groupe. Donc on n'est pas vraiment sur la nécessité, et il semblerait c'est comme ça que les choses se mettent en place. Alors peut-être que ça apparaît avec Homo ergaster. Homo ergaster, donc, est-ce qu'il avait des capacités phonatoires? Parce que là on n'a parlé que du cerveau, et parce qu'on n'a rien pour la gorge. Mais là, il y a des études qui montrent que chez Homo ergaster, donc qui est notre ancêtre à nous, Néandertal et tous les autres hommes plus récents, eh bien, la cavité médulaire donc, qui passe dans les vertèbres n'est pas très grande, comme chez les chimpanzés ou les grands singes. Et que les nerfs qui en sortent ne sont pas plus grands. Ce qui laisse entendre pour les chercheurs qu'ils n'avaient pas, comme chez nous, une cavité modulaire, une moelle épinière beaucoup plus importante, avec des nerfs beaucoup plus développés. Donc peut-être une moindre capacité, mais on n'a que ça, nous les paléanthropologues, je peux vous dire, donc, pour expliquer les choses. Donc il est tout à fait possible qu'Homo ergaster n'ait pas eu les capacités de moduler, de contrôler donc les mouvements de sa cage thoracique et notamment la modulation des sons tels que nous le faisons. Alors je vous donne les éléments de nos études. Alors ça peut vous sembler un peu frustre, mais tout de même c'est tout ce que l'on a et il y a des différences relativement importantes. Homo ergaster, c'est le premier homme qui va sortir d'Afrique. Alors mes amis Visetti, et qui sera là la semaine prochaine, et Dessal, ils disent ouais, de toute façon Homo ergaster, il avait Homo erectus, qu'importe, c'est pareil. Enfin, on verra que c'est un petit peu différent. Il avait donc certainement un langage, parce que c'est le premier à sortir d'Afrique. Ah.
Homo ergaster, il est sorti d'Afrique avec les lions, avec les mammouths, c'est les mammouths viennent d'Afrique, avec les guépards, etc. Je vais vous dire qu'il a, suivi le cul des antilopes, c'est tout. Hein. Il est sorti avec ses communautés écologiques. Il y a des changements climatiques, donc c'est des communautés écologiques qui sortent. Il n'avait pas conscience qu'il était en Afrique, au Proche-Orient ou ailleurs. C'est complètement incroyable, ça. Donc, non, Homo ergaster, puis il connaissait encore moins le Club Med et tout le reste. Donc, il s'est pas rendu compte, le gars qui sortait d'Afrique, il savait pas du tout. Donc, il s'est retrouvé à Dmanisi, en Géorgie, et après, c'est une autre histoire. Donc, c'est incroyable de chercher des corrélations. On est vraiment dans des attitudes complètement panglossiennes. Donc, Homo ergaster, bon, il est sorti d'Afrique, tant mieux, sinon on serait pas là aujourd'hui. Mais il n'avait pas du tout conscience qu'il sortait d'Afrique et qu'il allait devenir, avoir un rejeton qui s'appelle Homo sapiens. Alors, par contre, il y a autre chose avec Homo ergaster. Et ça, Godelier me l'a piqué dans son dernier bouquin, mais enfin, on était d'accord. Maurice Godelier, le grand anthropologue, c'est que ces hommes construisent des abris. Donc, au lieu de construire, de se protéger naturellement, ou de construire des nids comme dans les arbres, ça c'est compliqué quand même, c'est ce que font les grands singes, ils construisent des abris. Donc là, ça devient très compliqué parce que ça demande des coopérations, ça demande des aménagements du terrain, ça demande une bonne connaissance, et très vite, ils utilisent le feu, depuis 1,5 million d'années. Et là, il est très clair que alors d'aucuns ont dit qu'il y avait déjà à cette époque-là une spécialisation des tâches. Vous connaissez, mesdames, hein, les femmes à la maison et les hommes à la chasse. Je ne suis pas très certain de ce truc-là quand même à l'époque, mais il est très clair qu'ils ont des stratégies de collecte de nourriture plus complexes. La viande et la chasse jouent un rôle plus important. Il n'est pas certain que les femmes ne chassaient pas à cette époque-là, non, c'est strictement rien. La chose étant, ils utilisent le feu. Et le feu, c'est aussi... c'est la fonction poétique du langage que je vous aborde. J'aborde près de vous, mais j'en suis pas plus certain que qui que ce soit. Mais le feu, c'est surtout avant tout pour se protéger. La cuisson arrivera vite, bien sûr. Mais ça ouvre le monde de la nuit. Et se réunir, l'évocation, des images nouvelles, etc. Je ne dis pas que ça va amener un langage qui va pénétrer dans la capacité de donner d'autres représentations du monde, des capacités d'évocation, de narration, etc. Mais il est tout à fait probable que ceci a dû jouer un rôle important dans l'aspect social en termes d'échange. Donc passer de l'épouillage. On a continué à s'épouiller longtemps, hein, je vous rassure. Hein. D'ailleurs, ça continue. Je vous rassure que d'un point de vue du langage, d'ailleurs, moi j'habite dans un grand village. Si vous voulez passer une information dans votre village, vous allez où? À la mairie ou chez le coiffeur? Chez le coiffeur, 1 heure après, tout le monde le sait. Donc voilà, on en est. Donc, vous voyez, on n'en a que des corrélations. Donc, je ne fais que vous décrire ce que l'on connaît. Et Homo ergaster, c'est celui qui invente aussi des outils symétriques, vous savez, les fameux bifaces. Donc là, il y a une recherche esthétique, une recherche de fonction, d'efficacité. Donc là, on est quand même dans une séquence donc de la gestuelle, de la chaîne opératoire qui est quand même beaucoup plus complexe. Donc, parce que ça veut dire qu'il y a une forme qui est déjà pensée, une recherche d'une fonction, et la symétrie n'est peut-être pas qu'une recherche de fonction, c'est aussi peut-être les premiers éléments d'une esthétique bien affirmée. Donc à partir de là, on peut supposer qu'en effet, ces capacités argumentatives qu'aime beaucoup mon ami Dessalles est peut-être intervenue en disant la technique de la taille devient plus complexe, pourquoi telle pierre ou pas. Mais vous voyez, on est vraiment que sur des corrélations et pas sur des mécaniques. Donc pourquoi hein, on essaie d'expliquer comment ça a pu se faire et les corrélations que l'on peut avoir. Alors il y a une autre hypothèse que j'aime beaucoup de mon ami Jan Van Hoff, qui est le président de la Société internationale de primatologie. C'est des gens qu'on pense à l'époque, effectivement, pour des raisons liées à notre biologie évolutive, qu'il y a peut-être des spécialisations entre les hommes et les femmes, peut-être l'homme plus chasseur, la femme plus collectrice. Ça, attendez, c'est à prendre avec des pincettes quand même, mais c'est tout à fait possible. Mais en attendant, c'est peut-être aussi ce mode de vie que nous avons, de reproduction, qui nécessite une certaine forme de monogamie. Hein, notre espèce n'est pas rigoureusement monogame, ça se saurait, mais en tout cas, nous avons une tendance très forte à la monogamie, en tout cas des relations privilégiées avec un ou plusieurs partenaires sexuels au cours de la vie, la plupart des cas, dans toutes les sociétés humaines. Alors, est-ce que c'est à cette époque-là? Difficile à dire. Mais mon ami Yann Van Hoff, il dit, tu sais, le langage, c'est quand même vachement bien, parce que qui part à la chasse perd sa place. Donc le gars qui est parti chercher une antilope, quand il revient, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ma chérie? Oh, j'ai fait des courses. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il est très clair qu'au niveau des coopérations, des engagements, des devoirs, des nécessités, quand on a des sociétés extrêmement complexes comme les nôtres, dans lesquelles les hommes et les femmes se séparent, se retrouvent au gré de leurs activités, il est très clair que ces cohésions, par exemple, mon ami Dessalles dit, mais la chasse est une aberration, parce que pourquoi un gars partir à la chasse s'il y a un petit malin qui reste derrière pour compter fleurettes aux femelles? Alors ça, c'est l'intrigue. Hein. Je me demande pourquoi il quitte son bureau tous les jours, lui, mais...
Bah, c'est un petit côté psychanalytique des fois la préhistoire. Donc, alors c'est tout à fait possible évidemment parce que dans toutes les sociétés humaines, comme vous savez, les unités de reproduction sont quand même représentées symboliquement à travers le mariage et ses manifestations. Alors, est-ce que ça remonte à cette époque-là ou pas? On n'en sait rien, mais voilà une des hypothèses qui a été donnée. Mais si on remonte sur des périodes plus récentes maintenant, c'était décrit récemment dans Le Monde, le journal Le Monde, j'avais fait un commentaire à la grotte du Lazaret. Donc là, on est chez Homo erectus vers 200 000 ans, c'est pas tout, ils sont plus qu'Erectus déjà. On a des expéditions qui ont été faites du côté de Nice pour aller chercher de la viande dans une période de l'année qui a été séchée. Alors peut-être que c'est qu'un groupe d'hommes, ou peut-être qu'un groupe d'hommes et de femmes qui a séché une grande quantité de viande, mais il fallait qu'ils retrouvent un autre groupe. Donc là, vous imaginez, c'est quand même un peu plus complexe. Alors, Homo ergaster, on va le quitter, on va aller vite maintenant. On sait très peu de choses sur ce qui se passe après parce qu'on a très peu de fossiles et très peu d'éléments. Donc ça va rebondir pour nous vers Néandertal et Cro-Magnon, où là, effectivement, on a un développement du cerveau qui est extrêmement important. Alors, une des hypothèses que nous avons, c'est que c'est lié notamment à la cuisson. Que la cuisson, qui rend les aliments beaucoup plus disponibles, je n'ai pas le temps d'en parler, aurait fait en sorte que d'un seul coup, le cerveau se développe d'une manière assez importante. On passe de 700-800 cm3 à 1100 cm3 sans que la taille corporelle ne change. Alors là, évidemment, les effets d'allométrie sont importants. Et il est vrai qu'au cours de l'évolution du cerveau, à travers les moulages que l'on en a, on voit en effet que les aires antérieures se développent de plus en plus. L'aire temporale et l'aire frontale, qui jouent un rôle important, comme vous le savez, dans le rapport aux autres, et notamment dans le langage. Et le professeur Saban, du Muséum d'histoire naturelle, avait décrit l'évolution du système méningé, de la veine méningée, qui se ramifie de plus en plus vers l'avant. Et comme vous le savez, le cerveau est un organe incroyablement gourmand, et il faut vraiment l'alimenter parce qu'il faut que les pipelines débitent, contrôlent la chaleur, etc. Donc, c'est vrai, cette étude... C'est toujours grossier, mais on n'a que ça nous-mêmes. Hein. Mais en tout cas, cette étude montre bien que les fonctions dédiées à la partie antérieure de l'hémisphère cérébral se développent considérablement au cours de notre évolution. Alors ceci va être très développé chez nous, mais également chez Néandertal et les Homo erectus les plus récents. Alors, il est très clair qu'à partir de cette époque-là, les aires associatives ou les aires liées à la communication deviennent de plus en plus importantes. Et manifestement, comme je vous disais, 200 000 ans, 160 000 ans exactement, ce sont des pré-néandertaliens dans la grotte du Lazaret. On a quand même une organisation de l'espace et l'exploitation des ressources dans le temps et dans l'espace qui est extrêmement élaborée. Et manifestement, il fallait qu'ils aient des modes de communication pour qu'une partie du groupe s'en aille, mettre en place une expédition, ramène de la viande, les autres faisaient d'autres choses, il fallait se retrouver. Donc effectivement, il est très clair qu'ils devaient avoir un langage. Donc, et je vais très vite conclure maintenant, quand des gens disent que Néandertal ne parlait pas, alors que Néandertal est quand même encore plus avancé d'un point de vue des techniques et de la culture, évidemment, que ses prédécesseurs que je viens de décrire si brièvement, moi je suis épaté. Parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent, ils sont beaucoup, que grosso modo le langage tel que nous le connaissons n'apparaît que vers 50 000 ans avec l'explosion de l'art. Alors, ils vont chercher d'autres arguments. Alors, il est très clair qu'à partir d'un million d'années, on a très peu de caches thoraciques, hein, ça se conserve très mal, hein, ces ossements, mais on en a. Bon, après Homo ergaster, les Homo erectus, ils ont une cage thoracique comme la nôtre. Donc déjà, au niveau des capacités ventilatoires et du contrôle de la respiration, s'il y avait langage articulé, donc ça, ils peuvent faire. La chose étant, on a été voir d'autres critères au niveau de la base du crâne. C'est-à-dire, Jeffrey Lettman a regardé un petit peu quelles étaient les relations entre l'anatomie donc, de la gorge, le larynx en l'occurrence, et la base du crâne. Donc la base du crâne, ce qui est vraiment là où repose notre cerveau. Et c'est ce qui repose sur la colonne vertébrale. Or, il est vrai que notre base du crâne, chez nous, les Homo sapiens, qu'une fois, parce que 2 fois, il y a quand même du travail encore, hein, donc, est très fléchie. Par contre, chez Néandertal, elle est très ouverte. Alors, ils se sont dit, ça y est, on tient le truc. Chez nous, la base du crâne est très fléchie. Alors, il est vrai que la base du crâne fléchie, ça veut dire que ça fait descendre, comme les structures à la base du crâne, vu de profil, vont être compressées. Forcément, la seule voie pour que les structures, pour qu'elles se développent, c'est de descendre. Donc là, mécaniquement. Et ça se voit au niveau de l'ontogénèse. Hein, chez les jeunes enfants, la base du crâne est très fléchie, puis ensuite ça va s'ouvrir et ça va descendre. Donc, non, c'est l'inverse, pardon. Donc, la chose étant, comme Néandertal a une base de crâne beaucoup plus plate, il avait été dit que Néandertal
ne parlaient pas, ou alors ils grognaient. Ou alors l'ami de Letman, qui s'appelle Lieberman, avait reconstitué mais c'est parfaitement... c'est la simulation, hein, la langue de Néandertal, et il disait que Néandertal ne pouvait prononcer qu'une voyelle. Oh, peut-être, tiens, oh, la Cro-Magnon. Donc, et d'autres ont dit, oui, mais attendez, ils utilisaient des voyelles nasales. Oh, la Cro-Magnon. Donc, on n'en sait strictement rien. C'est quand même assez difficile que cela. Donc, il est vrai qu'ils ont une base du crâne très différente, et d'aucuns de dire que Néandertal ne parlait pas, tandis que nous sommes quand même très volubiles. La chose étant, en 1983, mon ancien patron, Bernard van der Merch, trouve à Kebara, en Israël, un ostioïde. Alors, vous savez, l'ostioïde qui est ici, qui soutient pomme d'Adam, là, c'est cartilagineux, donc ça se conserve quasiment jamais. Et l'ostioïde qui appartient à un homme de Néandertal est exactement le même que chez nous. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas de corrélation directe entre l'ostioïde, sa morphologie, donc, et la base du crâne. C'est effectivement, tout ce qui est là est suspendu par des tissus mous, donc on ne voit pas comment ça peut affecter la base du crâne. Bon, très clairement, la flexion de la base du crâne est liée au développement du cerveau. C'est un vieux truc qu'on connaît, qu'on appelle le rolling up, c'est-à-dire l'enroulement du cerveau. Bref, ça, j'ai pas le temps d'en parler. En attendant, ça montre bien que c'est pas aussi simple que cela. Alors, aussi, un de mes anciens amis et patrons à l'université Duke a fait une étude sur les nerfs. Alors, un des nerfs, le nerf crânial numéro 12, qui sort de la base du crâne. Vous savez qu'il y a 12 nerfs crâniens, ce qui est toujours l'angoisse des étudiants en première année de médecine, il faut les apprendre par cœur. Donc c'est le nerf hypoglosse, donc qui vient énerver une partie de la langue. Et ce nerf hypoglosse, chez Néandertal, il est très développé comme chez l'homme. Alors pareil, on est sur des corrélations comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous avais dit, pour la cage thoracique d'Ergaster, la moelle épinière plus importante, les afférences nerveuses plus importantes, donc peut-être une fonctionnalité plus fine. Donc en tout cas, en ce qui concerne l'innervation telle qu'on peut la reconstituer sur les fossiles chez Néandertal, c'est comme chez nous. Donc Néandertal enterrait ses morts, il avait certainement une notion de la vie dans l'au-delà, et Néandertal devait parler, simplement, on n'a rien conservé. Donc, vous voyez, c'est quand même étonnant, on s'aperçoit que on peut quand même dire beaucoup de choses à partir du moment où on envisage quand même une perspective qui prend en compte l'ensemble des données disponibles. Alors vous savez, ça peut vous sembler un peu grossier, je vous l'accorde, ces études que je vous décris sur la taille des nerfs. Mais déjà, pour avoir l'idée de le faire, et puis ça quand même permet d'écarter. Vous savez, en science, c'est pas prouver qu'on a raison, c'est surtout écarter les mauvaises hypothèses. Et Dieu sait s'il y en a autour du langage. Alors une fois avec copains, on avait fait une série télé qui s'appelait Eureka, j'ai tout faux. Nous, on est des champions, je peux vous dire, dans mon domaine. Hein. Donc, maintenant, quand j'ai des collègues qui parlent de proto-langage, par exemple, mon ami Dessal a dû vous parler de Dick Carton sur le langage pidgin et créole. Alors, il est vrai que le langage pidgin, c'est quand des enfants issus de différentes cultures se retrouvent ensemble. Alors, vous savez, c'est vexant parce que dès que les enfants se trouvent, si vous avez, par exemple, vous allez dans un club de vacances en Turquie ou ailleurs, qu'importe, et vous avez des gens de différentes nationalités. Les enfants se comprennent tout de suite. Par contre, nous, les parents, on n'a pas plutôt l'air fin. Vous savez, ça rappelle Astérix en Amérique. Vous savez, quand les deux chiens se mettent à se bidonner et les autres, ils ne se comprennent pas. C'est exactement ça. Donc, mais après ça, le langage pidgin, donc c'est-à-dire que c'est que des mots. Donc, c'est ce que font les chimpanzés, grosso modo. Hein, ils n'ont pas de syntaxe. Les grands singes sont capables d'utiliser une combinaison de 2 mots, voire de 3 mots. Et à partir de là, donc, c'est un langage pidgin. Hein, manger, boire, prendre carotte, carotte, roux. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de syntaxe, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de grammaire. Bon. Et après ça, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la langue créole. Où là, effectivement, ce sont des emprunts du vocabulaire de différentes langues. Et très vite, en une génération, des règles se mettent en place. Et ce ne sont pas des sous-langues. Les langues créoles sont des langues parfaitement cohérentes dans leur fonctionnalité. Donc, Dinkerton dit que chez Homo erectus, il y avait un proto-langage, comme peut-être le pidgin. Bon, alors comme les chimpanzés font ça, on peut dire que les australopithèques aussi, ou peut-être un proto-langage comme une sous-langue créole. On ne peut pas le tester, on ne peut rien dire. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que ça montre qu'il n'y a pas eu le langage qui arrive d'un seul coup, mais qu'on commence à travailler sur les différentes fonctions du langage, ces différents modes d'apparition. Et donc là, vous voyez, on ne vous apporte pas du tout, j'en suis désolé, de réponse sur les origines du langage, mais les avancées considérables qui sont dans ces méthodologies. Et mon ami Dessal, donc celui qui pilote, il a la lourde charge de piloter un groupe interdisciplinaire autour de cela. Donc, pour conclure, en ce qui concerne les origines du langage, il est très clair que nous avons encore beaucoup à apprendre dans les études comparées avec les grands singes, et tout ce que je vous ai décrit sur l'anatomie à la fois de leur cerveau et aussi sur ce qu'ils sont capables de faire en termes de communication
est extrêmement important. Alors un jour, mes amis Jacques Vauclair et Bertrand de Putte m'avaient dit « Ok, t'es sympa Pascal avec tes grands singes, mais tu sais, ils ne sont pas capables d'exprimer des états du monde. » Grosso modo, ils sont capables de s'exprimer dans des contextes de demande ou exprimer des désirs. J'ai faim, j'ai soif, je veux jouer. Alors ça, il est vrai qu'on peut le corréler à une action ou un ressentiment si on connaît très bien ces individus, ce qui est le cas. Lestel a dû vous en parler dans cette anthropologie de relation homme-animal. Mais je dis, attends, on n'est pas capable aujourd'hui de tester s'ils ont des représentations du monde ou pas. Je ne dis pas qu'ils sont capables de le faire, je dis on n'est pas capable de le tester, ce qui n'est pas la même chose. Alors un jour, il y a une expérience qui a été faite avec Washoe et une autre femelle chimpanzé qui avait appris le langage gestuel. Donc ils ont commencé à communiquer entre elles. Les chercheurs, t'as vu, super, ça marche, communiquent. Et les autres inventent leurs signes. Commençaient à faire de la créolisation. Et là, les chercheurs ne comprenaient plus rien. Il y a quoi à se bidonner quand même. Ça se trouve, ils disaient, t'as vu, les ploucs, ils pichent plus rien. Donc, bon, je dis pas que c'est ça, mais ça montre bien que, vous voyez, il y a des choses qu'on est capable. Bon, c'est formidable cette expérience, mais on n'est pas capable. Alors après, il y a Roger Fruits et puis donc Madame Patterson avec Coco qui disent que leur chimpanzé était capable de raconter des histoires, des narrations. Mais là, c'est toujours pareil, il n'y a qu'un seul observateur, on est sur l'anthropologie homme-animal, peut-être la surinterprétation. Dominique Lestel en a parlé, mais il ne faut pas fermer cette porte, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, alors voilà, donc tout ceci, vous voyez, pose des tas de problèmes à la fois d'observation. L'idée simple d'aller voir les chimpanzés, elle est appliquée depuis très peu de temps, ou les autres grands singes, mais aussi des gros problèmes d'épistémologie. Et c'est pour ça que donc, des gens comme Lestel ou Vincent Després sont absolument remarquables. La deuxième chose, c'est qu'on n'avance pas en science parce que les données sont énormes. Neuroanatomie, anatomie, fossiles, l'art, les outils, la préhistoire. Donc tout ça est incroyablement interdisciplinaire, d'où ces groupes qui se sont constitués. Mais la chose étant, on a quand même un gros problème d'épistémologie. On a beau accumuler les données, quand des gens pensent que le langage est apparu comme ça d'un coup de baguette magique, ça ne fait pas avancer les choses. Alors je ne dis pas qu'il y a des mutations importantes, je ne dis pas qu'il y a des effets importants qui peuvent être induits, comme cette histoire de gène FOXP2 dont je vous ai parlé, mais tout de même, une mutation, une macro-mutation qui apparaît toute seule, si l'autre se met à parler tout seul et les autres, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de dérailler, le pauvre gars, le langage ne va pas avancer, quoi. Hein. Donc, parce qu'il ne faut pas que ça arrive que chez un seul individu. Je rappelle que tout de même, l'évolution, c'est aussi des caractères au niveau des populations. Alors, il y en a, Dessal a aussi une belle idée, il dit que quand même, le langage, c'est pour les beaux parleurs. C'est vrai que... C'est bien pour draguer les filles, hein. Mais les filles draguent aussi. Donc là, toujours pareil, côté machiste. Vous remarquez d'ailleurs, si vous avez vu l'Odyssée de l'espèce il y a 2 ans et Homo sapiens, il n'y a que les mecs qui évoluent, hein. Les femmes sont toujours derrière. Donc c'est les hommes qui sont des beaux parleurs. Bon, d'accord, mais enfin bon. Là aussi, les idées un petit peu machistes, faites attention quand vous regardez ces trucs-là, c'est quand même un peu lourdingue. Hein. Donc d'un point de vue épistémologique, il faut aussi arrêter de dire « ceci est apparu parce que j'ai vu cela ». Parce que souvent, ce qui se passe, des gens disent « la fonction argumentative, pardonnez-moi, heureusement que je termine, argumentative existe chez les grands singes ». Donc, on saisit de cela en disant que bah, l'homme, c'est ça. Mais ce qui serait important, c'est de te dire « est-ce que la fonction argumentative n'existe pas chez les grands singes ?» C'est ça qu'on ne fait pas. Hein, je ne suis pas en train de faire du réductionnisme, l'homme est très différent des grands singes. Mais sur la question des origines, on n'avancera pas tant qu'on sera toujours dans cette attitude qui consiste à aller rechercher un critère qu'on pense propre à l'homme et qu'on se dépêche de développer une thèse là-dessus pour ne pas aller voir ce qui se passe chez les grands singes. Comme dit mon ami Boris Cyrulnik, tu as trop d'idées. Et il me disait, tu auras un problème pour ta carrière scientifique. Parce qu'il me dit, dans une carrière scientifique, avoir 2 idées, c'est déjà une de trop. Ben ouais, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, aujourd'hui, il y a un gros travail à faire sur l'épistémologie, un gros travail sur les mécanismes de l'évolution. Donc, moi, je suis assez gouldien, mais pas parce que c'est un gourou et parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais des désaccords. Mais en tout cas, qui nous a permis de comprendre un petit peu mieux comment peuvent apparaître de nouvelles fonctions. Donc, le comment. Et après, le pourquoi, les structures n'apparaissent pas parce qu'on en avait besoin, j'insiste, c'est très important. Mais ensuite, quand ces capacités langagères à différentes époques, pré-langage, proto-langage, langage, sont apparues, si ça donnait des avantages au groupe, donc il est très clair que ceci les avantageait. Et je conclurai donc là-dessus, c'est entre Néandertal et Cro-Magnon, on a tendance, nous les Homo sapiens, à nous croire supérieurs. Bon, c'est facile, on est les derniers survivants, donc il n'y a personne pour nous contester. Mais la chose étant, c'est pas entre Néandertal et Cro-Magnon que ça s'est passé. C'est entre Néandertal et des populations de Cro-Magnon. C'est-à-dire que Néandertal et Cro-Magnon, je vous le rappelle, étaient contemporains au Proche-Orient, entre 110 000 ans et 50 000 ans. Les deux enterraient leurs morts, les mêmes techniques de chasse, les mêmes techniques de dague de la pierre.
Et les deux enterraient leurs morts. Alors d'aucuns disent que Néandertal imitait Cro-Magnon pour enterrer ses morts. Ah ouais? Vous allez imiter 50 sépultures connues, orientées est-ouest, les cadavres dans la même position, avec de l'ocre et puis des présents. Donc c'est pas l'imitation à ce niveau-là, c'est du mimétisme. Donc c'est hallucinant. Et puis les tombes néandertaliennes sont très anciennes. D'ailleurs, les plus anciennes traces de préoccupation des morts, c'est du côté de Néandertal, ça remonte à 300 000 ans. Donc, il faut faire attention à ce genre de propos. Or, mais il est vrai que vers 50 000 ans, d'autres populations d'Homo sapiens qui sortent pour l'essentiel d'Afrique, ce que nous dit la génétique, et vous aurez donc des données sur la génétique historique et la linguistique historique dans les prochaines communications, indéniablement, sont sortis avec d'autres représentations du monde. C'est-à-dire avec l'art sous toutes ses formes. Et il est tout à fait possible que ces modes de cohésion sociale tout à fait nouveaux, avec la parure, avec la hiérarchisation, telle qu'on le voit chez ces Homo sapiens, songez qu'il y a une tombe trouvée à Chungir, qui date de 20 000 ans dans le nord de l'Ukraine, à l'époque soviétique. Hein. Donc c'est important, parce que vous savez, la notion de hiérarchie sociale dans l'anthropologie soviétique, c'était pas quand même le truc qu'il fallait avancer comme ça, c'était un peu embêtant, hein, pour des raisons idéologiques. Eh bien, on a trouvé des individus dont les costumes étaient couverts de plusieurs milliers de perles en ivoire de mammouth. Il a fallu les confectionner. Donc vous imaginez, les biens circulaient. Donc là, forcément, il y avait d'autres représentations et ça donnait des avantages. Donc, je ne suis pas darwinien pour être darwinien par plaisir, mais il est clair que même ces capacités d'un langage avec de nouveaux modes de communication symbolique, avec de nouvelles représentations à travers l'art, toutes les formes d'art d'ailleurs, ont certainement donné des avantages à ces autres populations. Et là, il est très clair que la suite nous a noté, pas à raison, il n'y a pas de raison dans l'évolution, mais a fait que nous sommes là et pas les autres. Qu'est-ce qui fait que des hommes sont allés en Australie? Jean-Marie Humbert en parlera certainement. Quand même, l'Australie, on ne peut jamais aller à pied sec. Alors, contrairement à l'Odyssée des espèces, ça m'a fait marrer ce truc-là, le Homo sapiens. Vous avez remarqué? C'est que des hommes qui arrivent en Australie. Comment ils ont fait pour se reproduire, les mecs? Ils sont pris des femelles kangourous, quoi. C'est hallucinant comme truc. Un gens qui disent ouais, t'es pas gentil parce que la fiction est bien. Je dis ah bon? Je dis ah, beau, une fiction, il y a quand même des cohérences. Donc il a fallu que quand même ils construisent des embarcations, ils construisent un projet qui débarque de l'autre côté avec des hommes et des femmes. Donc là, ça demande quand même des capacités d'argumentation, d'organisation, d'évoquer d'autres mondes. Ça, c'est quand même assez fascinant. Peut-être Néandertal le faisait, mais ça, on n'a pas de données aussi fortes. Donc les derniers espoirs qui... Donc on avance, vous voyez, je vous ai laissé beaucoup plus d'interrogations et d'incertitudes que de certitudes, mais c'est ça les sciences, c'est d'interroger nos paradigmes et nos fausses certitudes. Et puis je pense, je ne sais pas s'il est là, il m'avait promis de venir, mais je ne l'ai pas vu, c'est avec un ami, donc travailler en imagerie médicale, et on attendra beaucoup, effectivement, vous savez, l'imagerie fonctionnelle. On va avoir des machines absolument géniales qui vont débarquer maintenant, la technologie avance, et on espère qu'on pourra faire ça avec des grands singes également, et je pense que c'est vraiment... il y a l'évolution anatomique, bien évidemment. Il y a une meilleure compréhension de la génétique du développement. C'est très important. Le gène FOXP2 est là pour le rappeler. Mais surtout, d'aller voir dans ce cerveau comment s'établissent ces redondances d'un point de vue cognitif qui peut-être détiennent des éléments de réponse sur les origines de cette faculté extraordinaire qui m'a amené à vous traîner plus tard que d'habitude, ce qui s'appelle le langage. Merci.